Ok, mais on va y aller. Alors, bonsoir à tous les auditeurs, bonsoir à tous les participants. Bienvenue pour ce webinaire du cycle Prendre de la hauteur, les webinaires organisés par la SFAP. Et donc, ce soir, nous recevons Julien Auriac, qui est professeur agrégé de philosophie à Lyon et qui ne fait pas que des cours de philosophie. Tu as créé aussi un podcast qui s'appelle Pinto Barbital, qu'on peut trouver sur les bonnes sources de podcasts, je pense. Oui, un peu partout en fait. Faut taper podcast euthanasie ou Pinto-Barbital podcast, parce que si on tape Pinto-Barbital, j'ai pas réussi à Ah détrôner. oui, Voilà. effectivement, il faut aligner les bons termes. Oui, oui. Peut-être tu pourras nous le présenter en quelques phrases aussi. Et puis, tu es l'auteur de différents articles sur ces questions de débat autour de l'euthanasie. Et puis, tu es aussi membre du tout récent collectif Jusqu'au bout solidaire, dont tu peux peut-être aussi dire un mot pour te présenter. Et donc, ce soir, tu as proposé comme titre Euthanasie, une cartographie de la controverse. Et je pense que ça va être très intéressant de t'entendre resituer dans un panorama assez large les différents éléments de discussion, de débat et de représentation autour de l'euthanasie. Merci beaucoup. Avant de te donner la parole, je précise aussi à nos participants que vous pouvez poser des questions en cours de route, que ensuite je transmettrai à Julien. Merci de poser ces questions dans l'onglet en bas de votre écran, l'onglet qui s'appelle Q et R, comme questions et réponses. Posez-les dans Q et R plutôt que dans le chat, parce que c'est plus facile de recueillir tout et de synthétiser vos questions. Merci beaucoup et merci Julien, je te donne la parole. Merci Agatha. Eh bien, tout d'abord, je suis ravi d'être, j'allais dire présent, enfin presque, en tout cas avec vous ce soir. Oui, pour me présenter, pour répondre à ta question, Agatha. Oui, Donc effectivement, j'ai fait un podcast sur le sujet de la fin de vie, qui a en 23 épisodes à peu près, qui m'a permis de discuter avec, finalement, je crois, quasi l'ensemble des positions de cette, enfin, des positions des principaux acteurs du débat sur la fin de vie. Je crois que ce qui manque, c'est globalement la position religieuse. J'expliquerai peut-être pourquoi j'en ai pas tant parlé. Voilà. Je me suis mis là-dedans pour des raisons familiales. Voilà, on a une certaine histoire avec le suicide dans la famille qui est douloureuse sans être accablante, ce qui permet de penser la chose quand même. Voilà. Euh, Par ailleurs, il m'a semblé que c'était un sujet sur lequel il fallait à la fois une forme de technicité philosophique et médicale. C'est pour ça qu'il y a plein de médecins qui parlent. Voilà. Bon. Et accessoirement, effectivement, je fais partie de ce collectif JABS ouais. que j'ai intégré il y a quelques mois, ouais, 2 mois, quelque chose comme ça. Dont je parlerai un peu parce que toute la difficulté, c'est qu'effectivement, je voudrais faire la cartographie de la controverse. Et à mon humble mesure, je fais partie de cette controverse. Je ne suis pas forcément celui qu'on entend le plus, mais en tout cas, je me situe moi-même sur cette carte des principaux acteurs. Donc, je vais être à la fois cartographe et partie de la carte, à la fois carte et territoire, si on peut dire. Donc, Joli. j'essaierai quand même de présenter les différents camps, y compris celui auquel je n'appartiens pas, de manière, j'espère, fidèle voilà, pour ne pas tordre la pensée de ceux avec qui, par ailleurs, je ne suis pas d'accord. Voilà. Donc, oui, cette expression de cartographie, la controverse, hein, je la dois à Bruno Latour, qui a Ouais. été mon professeur il y a longtemps. Et je trouve qu'effectivement, c'est éclairant. Il s'agit de positionner les différents acteurs d'un débat, y compris de manière visuelle. Il s'agit de faire une sorte de carte mentale. Ouais. Et finalement, on voit qu'effectivement, il y a le camp du oui à l'euthanasie et au suicide assisté, et puis il y a le camp du non.
mais qu'au sein de ces deux camps, il y a des sous-camps, il y a évidemment la frontière n'est pas aussi nette, puisqu'il y a ceux qui seraient d'accord avec le suicide assisté, pas avec l'euthanasie, ceux qui seraient d'accord avec l'euthanasie sous conditions qui pourtant pour l'instant ne sont pas requises, etc. Donc l'idée c'est d'essayer d'y voir plus clair. Voilà. Parce que finalement c'est quand même un peu étrange de passer beaucoup de temps alors qu'on ne souffre pas à vouloir légaliser l'euthanasie. Il y a quand même une sorte de paradoxe dans ce débat qui anime notre pays depuis globalement 40 ans. Ce paradoxe, il est suivant, c'est-à-dire qu'on commence à réfléchir proprement à hâter sa mort à partir du moment où la vie nous devient insupportable. Des choses qui arrivent dans une situation qui est en général celle de la fin de vie, en tout cas c'est de ça dont on parle dans le débat public. Euh, Or, en fait, la plupart des acteurs du débat ne sont pas en fin de vie. Donc, comment se fait-il finalement qu'il y ait des gens comme moi, par exemple, qui passent beaucoup de temps, alors qu'ils sont bien vivants, à réfléchir sur cette question de la mort ou de la fin de vie. Bon. Finalement, tout ça n'arrive pas par hasard. Il y a des arrière-fonds conceptuels assez divers et intenses. Religieux, pas forcément, médicaux, en fonction des métiers, des expériences de vie, etc. Donc, c'est cette cartographie-là que j'essaie de faire dans le temps qui m'est imparti, euh, avec cette question, pourquoi lutter pour ou contre l'euthanasie et au nom de quoi? Alors, assez facilement, en première partie, je parlerai de l'alliance objective en faveur de l'euthanasie, qui est, selon moi, aussi embarrassante qu'efficace. Dans un second temps, enfin, dans un deuxième temps, je parlerai du front des anti-euthanasistes, qui est à la fois fragile et disparate. Dans un dernier temps, j'essaie d'envisager le fait que l'euthanasie est une question qui engage l'essence de la médecine moderne, au même titre que bien la question de l'augmentation, par exemple la médecine d'augmentation, ou des remboursements de la chirurgie esthétique, etc. Finalement, troisième partie sera l'euthanasie comme une question parmi d'autres qui engage la définition de la médecine moderne. Alors, dans un premier point, je voudrais parler de cette alliance objective en faveur de l'euthanasie, qui est aussi embarrassante qu'efficace. Alors, le premier argument et le plus courant en faveur de l'euthanasie, c'est celui qui est présenté par l'Association pour le droit de mourir dans la dignité, qui est l'acteur central du débat sur l'euthanasie, qui est donc une association qui se revendique du progressisme, mais dont l'armature finalement conceptuelle est paradoxalement émotionnelle. En réalité, le principal argument de l'Association pour le droit de mourir dans la dignité est un argument compassionnel. Il s'agit de regarder des souffrants, de montrer des personnes atteintes de diverses pathologies, de divers handicaps, de diverses invalidités, de montrer que ces personnes elles-mêmes, effectivement, souhaitent mourir de manière répétée. Et donc, il ne s'agit pas simplement de dire, voilà, une fois que ces personnes sont bien soignées, elles cessent de demander la mort, parce que précisément, même si c'est peut-être le cas, souvent, c'est ce que disent les soignants, en tout cas, voilà, quand on propose des soins, quand on adapte, etc., la demande de mort disparaît. L'ADMD se fonde sur des cas où, justement, on a l'impression que tout a été fait véritablement, mais que la demande de mort est persistante. Elle fait partie de ces 0,3% de cas de demande persistante. Le cas le plus emblématique, c'est sans doute Anne Baer. Hein, donc, on a une personne qui est visiblement bien entourée, qui a la maladie de Charcot, qui est visiblement bien soignée, ne se plaint pas de tout ça, etc., et qui, quand même, souhaite en finir. Et donc, comment est-ce qu'on ne serait pas saisi dans les tréfonds de notre âme humaine en voyant un congénère humain qui souffre? La compassion est un sentiment bien naturel, si bien que c'est peut-être l'argument qui n'en est pas un en réalité, puisqu'il s'agit d'un sentiment. Hein. En tout cas, c'est là une stratégie persuasive extrêmement efficace et qui fonctionne. Il y a besoin de 1 minute 30 de spot télévisuel pour
pour finalement qu'on soit mis devant ce dilemme, mais si je suis contre l'euthanasie, mais en fait, ne suis-je pas un monstre? Euh, Est-ce que je ne suis pas en train de manquer de compassion, qui est voilà, une des choses les plus élémentaires de ce qui fait notre humanité? Dans un deuxième argumentaire euh, plus élaboré, et qui cette fois-ci est réellement un argumentaire, on trouvera la position utilitariste. La position utilitariste qui peut se doubler d'un darwinisme social que je distinguerais en darwinisme social soft ou dur. J'expliquerai ces sous-catégories. Ici, c'est presque l'inverse, c'est-à-dire que là où l'ADMD apparaît comme en fait extrêmement sympathique, dans la mesure où ce sont des gens compatissants, et qui n'a pas envie d'être compatissant. Finalement, l'option B là, que je présente, qui est l'utilitarisme, c'est là l'option inverse. Il ne s'agit pas de persuader, il s'agit de convaincre. Il ne s'agit pas de faire appel aux émotions, il s'agit de faire appel à la raison. Il ne s'agit pas de faire appel aux larmes, mais au calcul. Et il n'a pas échappé aux commentateurs des systèmes de santé britanniques, notamment, mais plus généralement occidentaux. Hein. Je crois que le constat qu'on peut faire en France sur les difficultés économiques, difficultés en matière de gestion de l'ensemble du système de soins, on le fait aussi au Royaume-Uni, peut-être encore pire, hein, enfin, le système de soins au Royaume-Uni est peut-être encore pire. Et, et en plus, ça ne va pas aller en s'améliorant, puisque selon les démographes, eh bien, la part de personnes âgées et donc dépendante d'une certaine manière de la médecine va augmenter mécaniquement, étant donné la pyramide des âges est très fortement dans les prochaines années. Donc, ces personnes consomment des soins en fin de vie beaucoup plus que lorsqu'elles ont 20 ou 30 ans. Par conséquent, il s'agirait de favoriser l'euthanasie, non pas pour des raisons compatissantes, mais pour des raisons de bonne gestion des fonds publics. Je cite donc l'ancien collaborateur de Margaret Thatcher, Matthew Paris. L'argument contre la légalisation de l'euthanasie est que la pression devrait s'accroître sur les malades en phase terminale pour qu'ils hâtent leur propre mort. Ce n'est pas une mauvaise chose. Prolonger la vie humaine, bien au-delà de son utilité, fera qu'un poids de plus en plus grand pèsera sur les épaules de la frange décroissante de la population encore productive. Tout comme l'économie socialiste, cela handicapera notre tribu. Alors je précise que Matthew B. Paris est un ancien collaborateur de Margaret Thatcher et qui s'oppose ici très clairement à fait le lien entre l'économie socialiste, entre la répartition des coûts socialisés de l'invalidité, de la faiblesse, du handicap. Il fait le lien entre le socialisme, finalement, et les arguments contre l'euthanasie. Et donc, finalement, il faut libéraliser la mort pour pouvoir gagner de l'argent, pouvoir faire gagner de l'argent aux structures de soins publics, de telle manière à ce qu'elles économisent des bouts de chandelle humains qui décident de partir. Ce qui est intéressant dans cette deuxième branche de cette alliance en faveur de l'euthanasie, c'est qu'on voit qu'ici, Matthew Paris ne nie pas le fait qu'il y ait dans le consentement individuel une forme de perméabilité. Quand on écoute le discours de la DMD, il est résumé par cette phrase qui est un mantra, hein, qui d'ailleurs a fait l'objet ça a été le titre d'une tribune dans Marianne de 2022, aide active à mourir, un droit pour tous, une obligation pour personne. Autrement dit, le titre de cette tribune est en fait un postulat d'imperméabilité du consentement de chacun. L'idée que si la loi
autorise l'euthanasie, personne ne sera forcé de la choisir. Et que le consentement de chacun devrait être, moyennant certaines conditions restrictives, devrait être libre, éclairé, etc. Ce qui est intéressant, c'est que Matt Paris part du postulat opposé. Précisément, l'intérêt de l'euthanasie, c'est qu'elle, une fois légalisée, l'État ne forcera personne. Vous voyez, Matt Paris est un darwiniste social soft. J'expliquerai après le darwinisme social. Là, j'explique d'abord le soft. Il ne considère pas que l'État doive aller matraquer les personnes qui coûtent cher et pour les mettre dans des boîtes où elles sont euthanasiées. Non, il considère bien que ce sera par leur propre consentement, de leur propre chef, que ces personnes iront demander l'euthanasie. Mais en même temps, c'est bien de leur consentement, mais ce consentement, il n'est pas non plus totalement propre, puisque il reconnaît la pression qui devrait s'accroître sur les malades en phase terminale pour qu'ils aient leur propre mort. C'est intéressant. On a ici deux partisans officiels de l'euthanasie, Matt B. Paris et Matthew B. Paris, et donc la DMD, hein, donc cette tribune. Il avait été co-signé en l'occurrence, je crois, par Jonathan Denis, entre autres, Anne Vivien et Jean Daquin, voilà, donc, des membres de l'Association pour le droit de mourir dans la dignité. Donc, là où, je poursuis cette distinction parce qu'elle est importante, là où un consentement qui serait préparé, qui serait touché subrepticement par un ensemble de dits et de non-dits, ce consentement-là de la personne, par exemple, précaire qui serait poussée à l'euthanasie ou de la personne âgée, non productive qui serait poussée à l'euthanasie, pour la DMD, ça, c'est une dérive. Mais pour Matt B. Paris, c'est un cap. Et en fait, il y a donc vraiment deux positions apparemment inconciliables et qui en fait défendent quand même la même position, défendent le même changement légal. Bon. Ce qui rend en fait le débat extrêmement complexe, puisque critiquer l'un, c'est potentiellement se voir opposer les arguments de l'autre, et vice-versa. Si bien que quand on donne un coup d'épée d'un côté, eh bien, en fait, l'adversaire peut passer de l'autre. C'est très compliqué. Bref. Alors pourquoi darwinisme social? Bon, le darwinisme social, c'est un terme qui a une histoire, qui vient de Herbert Spencer, à l'époque à peu près de Darwin. C'est pas tout à fait Darwin qui a pensé ça. C'est l'idée que la sélection naturelle, de manière hasardeuse, à travers les âges, produit des individus eh bien, qui auront une malformation génétique, laquelle pourra être ou bien un avantage vis-à-vis du milieu, ou bien un désavantage, et que, bon an, mal an, par les jets de dés du hasard, génération après génération, année après année, de nouvelles espèces naissent. Et des espèces de plus en plus adaptées à leur milieu. C'est la fameuse survie des plus aptes. Et Herbert Spencer va quelque part théoriser l'idée que peut-être on pourrait continuer le mouvement, non plus de manière aléatoire ou hasardeuse, mais de manière eh bien, consciente, en sélectionnant nous-mêmes, finalement, ceux qui devraient perpétuer l'espèce. Pourquoi est-ce qu'on peut appeler ça un darwinisme social soft? Eh bien parce que dans cette lutte pour la survie des plus aptes, qui permet la vitalité de la collectivité, en un sens, eh bien, les personnes non productives doivent être écartées pour que eh bien, les autres puissent vivre et survivre de la meilleure manière. C'est une forme d'utilitarisme appliqué au vivant, et donc avec finalement, on pourrait retrouver un peu la compassion parce que mettons qu'une personne en fin de vie, sur ces 6 derniers mois, consomme 30 000 € de dépenses de santé publique. On pourra vous dire, d'un point de vue utilitariste, si on fait un calcul coût-bénéfice, ça va améliorer certes un petit peu ses jours sur la fin, mais si on donnait ces 30 000 € pour avoir des professeurs en maternelle, eh bien, les études montrent que c'est un moment clé dans la vie des gens, la maternelle,
et que par conséquent, si on mettait ces 30 000 euros pour avoir des classes où ils étaient que 6 en maternelle, en fait, on pourrait changer la vie de 6 personnes qui, quelque part, auraient une vie bien meilleure grâce à ça. Donc, est-ce que vous choisissez la fin de vie de cette personne, finalement son confort pendant 6 mois qui va coûter très cher, ou est-ce que vous choisissez l'intégralité de la vie de ces 6 autres qui vont pouvoir, avec ces 30 000 euros, faire bien mieux. L'idée du Tea c'est que chaque euro dépensé par l'État doit maximiser le bonheur collectif. Et à l'évidence, 1 euro dans le système, dans la poche d'une personne en fin de vie qui coûte très cher, c'est pas hyper efficace par rapport à 1 euro investi dans un club de sport, dans une école, etc. Évidemment, ces calculs utilitaristes donnent lieu à débat sans fin. Bon. Pourquoi est-ce que je parle d'un darwinisme social soft et d'un darwinisme social dur? Parce que le darwinisme social dur a été mis en œuvre, évidemment, dans une période que nous connaissons tous, puisque le régime qui a mis au pouvoir le darwinisme social, c'est le régime national-socialiste nazi. Alors, comme une forme, le point Godwin est interdit en général, et en particulier sur la question de l'euthanasie, puisqu'on attend nazi dedans, donc c'est pas très joli, pour reprendre une expression courante. Il faut quand même justifier ce point Godwin. Bon, je prendrai simplement le fait divers de 2016. Non, pardon, pas de 2016. C'était quand oui, non, pardon, c'était en mai 2024, voilà. En mai 2024, un groupe d'extrême droite lançait pour la 2e fois de l'année une brique contre les fenêtres d'une maison de l'aide sociale pour les personnes handicapées à Mönchengladbach en Allemagne, dans la région de Düsseldorf. Sur la brique, ces mots: euthanasie is die Lösung, l'euthanasie est la solution. On notera le caractère un peu connoté du mot allemand Lösung. Voilà. Vous avez aussi un autre fait divers qui me paraît extrêmement important dans cette fois-ci, un darwinisme social dur, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'en appeler au consentement, même perméable, même influencé. Là, il s'agit clairement d'euthanasier des gens contre leur consentement. Bon. Alors évidemment, les darwinistes social soft comme Matthew B. Paris se distinguent radicalement, évidemment, de ces nazis. Hein. Je cite un autre néo-nazi, alors même si c'est une autre culture. Enfin bon, encore une fois, ce n'est pas inintéressant non plus parce que j'ai pris 2 exemples, je n'en ai pas trouvé d'autres meilleurs, hein, mais il y a un exemple en Allemagne et l'autre, un allié du nazisme qui était le Japon. Bon, donc l'histoire à ce niveau-là est assez intéressante. Et je cite donc Satoshi Uematsu qui, lors du massacre de Sagamihara, a dit la chose suivante: je veux que le Japon soit un pays où les handicapés puissent être euthanasiés. C'est quelqu'un qui a tué au couteau 19 personnes dans un centre de suivi de personnes handicapées au Japon en 2016. Et il a justifié son acte. Hein, la Cour l'a reconnu en pleine possession de ses capacités mentales. Il l'a justifié donc par finalement un validisme primaire, c'est-à-dire une haine de l'invalidité, l'idée que finalement la société se porterait mieux sans les invalides. La société se porte mieux sans les handicapés mentaux, je le cite encore une fois au sein de son procès. Donc évidemment, là, on a un darwinisme social radical et dur. Et le darwinisme social soft, évidemment, dira: ah non, ça, c'est pas nous. Et encore plus, la DMD, l'argument ou le sentiment compassionnel, dira: ah non, c'est pas nous non plus. Bon. Alors, une 3e position, un petit peu plus raffinée, un petit peu plus philosophiquement appuyée, même si l'utilitarisme a derrière lui une longue tradition philosophique, hein, mais il est rarement théorisé comme tel dans le débat public contemporain. En revanche, la tradition libérale, 3e point, donc, la tradition libérale est derrière l'euthanasie. Alors, le mot libéral fait partie de ces mots qui sont piégés. Parce que libéral désigne à la fois le courant philosophique du libéralisme, qui vise à garantir les libertés fondamentales de l'individu contre l'État. Donc c'est dans la tradition de John Locke, c'est la tradition de Montesquieu, par exemple, de Hobbes, etc. Mais ce libéralisme désigne aussi une tendance économique
à vouloir libéraliser les marchés et à les protéger contre l'État aussi, quitte à finalement devenir une haine de la loi. Une possible définition du libéralisme, c'est parfois une haine de la loi, ce qui est complètement antagoniste avec la définition primaire, puisque précisément, le libéralisme de Locke, c'est assurer la liberté par la loi, justement. Alors, des lois minimales, certes, mais quand même, qui permettent d'instituer cette liberté, et on est plus libre dans un État où on est garanti de ne pas être tué par son voisin que dans un État où c'est le contraire. Donc, au mot libéralisme, on peut essayer de distinguer un libéralisme classique, qui est celui de Locke, etc., de ce qu'on peut appeler un ultralibéralisme. Mais l'ultralibéralisme, encore une fois, c'est un mot qui a une connotation beaucoup plus économique que philosophique. Donc, un libéralisme poussé jusqu'à l'extrême, en philosophie, on appelle ça le libertarisme, voilà, ou libertarianisme en anglais. Libertarisme en français, c'est un terme qu'on n'emploie pas beaucoup. En fait, le vrai philosophe libertarien en France, ou proche du libertarianisme, c'est Ruvén-Augien, et qui intitule sa philosophie plutôt le minimalisme éthique. Il se trouve que celui qui défend ce minimalisme éthique, même si il n'a pas pris position telle quelle dans ce débat un peu technique, hein, le minimalisme éthique, c'est un courant éthique de faculté, enfin, pas très répandu non plus dans la population générale, mais en revanche, l'argumentation de Raphaël Enthoven est beaucoup plus répandue. Et Raphaël Enthoven, en réalité, il me semble, défend une position qui est très proche de celle de Ruvén-Augien. Dans le manifeste Droit de mourir dans la dignité, 20 contributions pour mieux comprendre, l'essayiste Raphaël Enthoven écrit que, de façon générale, toute liberté porte en elle le risque de son mauvais usage. La liberté d'avorter favorise peut-être des comportements irresponsables. La liberté de conduire est propice aux accidents de voiture. Et la liberté de voter expose à une victoire de l'extrême droite. Mais est-ce une raison pour y renoncer? L'argument du mésusage qu'on peut en faire n'est pas recevable contre l'attribution d'une liberté nouvelle. Il me semble que cette phrase est très importante. L'argument du mésusage qu'on peut en faire n'est pas recevable contre l'attribution d'une liberté nouvelle. Il me semble que dans cette phrase, exactement comme Matthew B. Paris, Raphaël Enthoven reconnaît la perméabilité éventuelle du consentement. Parce que qu'est-ce que ce serait qu'un mauvais usage de l'euthanasie? Ce serait justement un usage non libre. Ce serait un consentement qui, en fait, est colonisé, préparé de l'intérieur, issu non pas d'une volonté individuelle, d'une liberté fondamentale, mais de dynamiques sociales qui font que la personne se relègue elle-même aux marges de sa propre vie et demande à ce qu'on la tue, non pas parce qu'elle est parfaitement libre, mais parce qu'elle a manqué de certaines choses, par exemple. Donc finalement, ce qu'on pourrait appeler le cas border de l'euthanasie avec laquelle on n'est pas hyper à l'aise, en fait. C'est, par exemple, l'euthanasie de Tinonis en Belgique. Ce sont des euthanasie où on se dit, finalement, il aurait été possible peut-être de faire des choses avant d'en arriver à cette ultime extrémité. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui n'ont pas été tentées, et c'est le cas aussi, moi, qui m'a particulièrement marqué, de Normand Meunier au Canada, qui est une personne qui ne voulait pas mourir, simplement elle a eu une infection pulmonaire, une personne tétraplégique, elle a donc besoin d'un lit à pression alternée, elle n'a pas eu ce lit à pression alternée aux urgences. Résultat, elle est entrée avec une infection qui s'est soignée au bout d'une semaine aux urgences, mais en revanche, elle est sortie du service d'urgence avec des escarres dont on lui a dit qu'il mettrait au moins un mois à soigner. C'est-à-dire que les os étaient visibles. Tout ça parce qu'il n'y avait pas de lit à pression alternée, qui est quelque chose qui coûte un peu moins de 1 000 €. Donc là, on a clairement une euthanasie qui est border. Et ce qui est intéressant, c'est que Raphaël Enthoven, il me semble, dans cette phrase, reconnaît la possibilité d'un mésusage de l'euthanasie, c'est-à-dire non pas tuer quelqu'un contre... Enfin, le mauvais usage en question, c'est une liberté qui n'est pas totalement libre, en fait. C'est justement quelqu'un qui consent à se tuer, mais ce consentement étant non pas libre et éclairé, mais plutôt contraint et obscur. Voilà. Et ténébreux. Et donc, Enthoven est d'accord avec Paris, sauf que contrairement à Paris, ça ne lui va pas, parce qu'il a une forme d'humanisme.
parce que justement, pour lui, la liberté est extrêmement importante. La liberté est le premier des biens. Et donc, défendre l'euthanasie au nom de la liberté, ça va bien que si réellement les gens demandent l'euthanasie librement. Or, il reconnaît que ce n'est pas toujours le cas. Seulement, ça fait partie des contributions de l'ADMD, ce n'est pas forcément l'argumentation la plus courante de l'ADMD. Et je pense qu'ici, c'est vraiment une position différente de la simple compassion. Parce que la plupart du temps, dans l'ADMD, on va nier tout simplement l'idée qu'il puisse y avoir ces cas border. Bon. Si les gens consentent, ils sont consentants. Oui. Bon. Là, l'idée, c'est qu'il peut y avoir des consentements qui ne sont pas tout à fait libres et éclairés, qui, par conséquent, ne sont pas parfaitement libres, ne sont pas l'expression de l'individu lui-même. Et ce qui est intéressant, c'est assez subtil, hein, assez différent des, enfin, ouais, c'est assez différent des deux précédentes positions. Là où Paris se réjouissait de cette contrainte, Enthoven, lui, la voit comme finalement un mal nécessaire. Ces quelques cas d'euthanasie border ne doivent pas être opposés à cette nouvelle liberté offerte à tous. Et là, ça me semble extrêmement intéressant, extrêmement important, parce que ça veut dire qu'il y a comment on appelle ça, des victimes collatérales, finalement, de la liberté. Victimes parce qu'elles ne sont pas pleinement consentantes de l'euthanasie que pourtant elles demandent, en raison d'une forme de colonisation de leur consentement. Et donc là, c'est vraiment privilégier la liberté de la plupart sur la liberté de quelques-uns. Donc, voilà, cette phrase, à mon avis, elle est très très importante. Hein. Le mésusage qu'on peut en faire n'est pas recevable contre l'attribution d'une liberté nouvelle. Je crois que justement, dans le camp d'en face, c'est précisément cette phrase qui sera inversée. Le camp d'en face pourra dire, c'est précisément à cause du mésusage qu'on peut en faire qu'il faut s'opposer à l'attribution de certaines nouvelles libertés. Et donc là, on a... Bon, c'est... Voilà. Donc, voilà pour ça. Alors, je pourrais parler de 50 nuances de libéralisme ou libertarisme, etc., parce que vous avez certains libertariens philosophiques. Je pense notamment à Philippe Nitschke, le président de l'association Exit International, qui, lui, de manière beaucoup plus consciente, il me semble, que les cadres de l'ADMD qui m'a été donné d'écouter, eh bien, assume vraiment l'idée très forte. Hein. Enfin, il se trouve que je l'ai interviewé dans le podcast, donc ça m'a vraiment marqué. Il assume cette idée très forte que, finalement, à partir du moment où quelqu'un décide de se suicider, personne d'autre que lui ne peut savoir qu'il est libre, et donc on doit faire comme s'il était particulièrement libre, parfaitement libre de le faire. Et donc, finalement, toute législation qui vise à réprimer le suicide, etc., est est anti-liberté pour lui, est liberticide. Et bon, c'est encore une autre chapelle qui se rapproche un petit peu de l'ADMD ou du discours commun selon lequel, finalement, le consentement est imperméable. Bon. Alors, en face, oui, avant de passer en face, on peut se dire, bon, le temps tourne. Bon, toutes ces chapelles-là, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'elles marchent toutes ensemble, sans plan d'ensemble. Et en fait, les uns sont les idiots utiles des autres. C'est-à-dire que la compassion est quelque chose qui peut être utilisé par les utilitaristes. Les darwinistes sociaux durs peuvent considérer que finalement, une fois que la loi reconnaît un petit peu la chose, il sera peut-être plus simple de pousser en faveur d'une contrainte réelle. Donc, l'idiot utile, c'est celui qui sert un projet qui le dépasse, sans savoir qu'il le sert. Et la question, c'est, au fond, où est le projet? Et c'est comme s'il y avait une sorte d'émergence spontanée d'un projet, sans personne pour le penser, avec 4 factions qui sont chacune l'idiot utile d'une autre. Or, s'opposer à ça dans un débat public, c'est extrêmement compliqué, puisque un argument porté contre l'une va être ricoché sur l'autre. Et donc, c'est très compliqué. Bon. Alors, en face, il y a le front des anti-euthanasistes, aussi fragile que disparates. Alors, dans un premier point, il y a le front organisé autour des valeurs du soin. Alors ici, on pourrait citer Farrugia Ossini, Bruno Dalla Porta, qui, dans un livre paru l'an dernier,
qui s'intitule Tuer les gens, tuer la terre, passion euthanasique et crise écologique, établissent un parallèle entre la pensée écologique contemporaine, qui est une pensée du soin, cura en latin de la nature, et en fait qui donne aussi coléo, prendre soin, et qui est le terme qui a donné culture. Et donc, en fait, l'écologie, c'est justement une culture de la nature, c'est-à-dire prendre soin de la nature. Et en fait, il faut trouver des modèles de cette écologie. Et Dalla Porta et Ossini, eh bien, trouve finalement le modèle de notre relation à la nature dans la relation du soignant et du soigné. Et, euh, et, et- et ce modèle-là, il n'est pas technique. Et ce modèle, il est fondé sur des cycles et des rythmes naturels qu'il s'agit non pas de respecter et de sacraliser, hein, il ne s'agit pas de faire que de la médecine de plantes, mais qu'il s'agit d'accompagner. Exactement comme le bon jardinier accompagne la croissance de son verger sans pour autant le forcer à aller dans telle ou telle direction, etc. C'est l'analogie, finalement, le soignant est au soigné ce que l'homme doit être vis-à-vis de la nature en général, c'est-à-dire un être attentif au dynamisme naturel qu'il essaie d'accompagner sans aller plus vite que la musique ou moins vite, etc. Voilà, et donc, fort de ce constat, les valeurs du soin eh bien, sont, selon Dalla Porta et Ossini, radicalement incompatibles avec un acte technique qui vise à eh bien, faire cesser la vie d'un coup euh, et donc rompre en fait la relation de soins ce serait l'acte qui est permis par la relation de soins, mais qui en même temps la rompt et qui la rompt avant même d'avoir été posé, puisque la possibilité même qu'il soit posé eh bien, altère la relation de soins qui est justement fondée sur une confiance inconditionnelle du soignant envers son soignant. Euh, voilà. Et donc le simple fait que le soignant pourrait mettre fin à ses jours et donc ne pas poursuivre une autre fin que celle de sa santé et de son confort, eh bien, est de nature à altérer cette santé et ce confort même. Alors, dans un deuxième bataillon du front anti-euthanasiste, on pourrait dire, il y a l'éthique théologique, divine donc, et téléologique. Donc si théos en grec veut dire Dieu, téléologique, télos veut dire la comment dire, enfin, pardon, j'ai dit téléologique, mais d'ailleurs, c'était juste c'est déontologique, pardon, je voulais dire. Déontologique, déon, le devoir. Donc, éthique divine et éthique kantienne, hein. Emmanuel Kant est le grand théoricien de cette éthique qu'on appelle parfois déontologie. Alors, bon, le problème de ces arguments, qui sont fondés globalement sur des variations autour du thème tu ne tueras point, c'est que il y a déjà tout un tas d'interprétations, c'est-à-dire que la théologie n'est pas pure, c'est-à-dire que vous avez des théologiens, en Belgique, il y a de nombreux prêtres jésuites qui se sont opposés, enfin qui sont, comment dire, qui ont pris position en faveur de l'euthanasie. Donc cette éthique théologique, elle n'est pas, comme on voudrait parfois le croire, monocorde et uniforme. Au contraire, il y a un gros débat au sein de cette éthique théologique-là, du moins dans le monde chrétien. Parce que, après tout, étant donné la situation qu'est la France, il faut aussi s'interroger sur la position de la deuxième religion du pays. Ici, je vous cite une fatwa, donc un avis juridique en arabe, la fatwa numéro 4101 du Conseil européen de la fatwa. Le Conseil européen de la fatwa, c'est l'instance musulmane réformatrice qui fait partie de ce courant oui, qu'on appelle les réformateurs, mais qui en même temps se présente comme l'islam dit wasat du milieu, c'est-à-dire un islam réconciliateur. Autrement dit, il s'agit pour moi d'un des textes qui présente la position la plus commune des musulmans pratiquants dans notre pays. Et alors, c'est assez intéressant. Cette fatwa, donc 4101, eh bien, est assez précise dans sa décision à la fin. Interdiction stricte, l'euthanasie active, directe ou indirecte, ainsi que le suicide assisté sont formellement interdits en islam.
La vie humaine est sacrée et ni le patient, ni ses proches, ni le médecin ne peuvent prendre la décision d'y mettre fin. Le débranchement des appareils d'assistance vitale est permis si le patient est cliniquement mort. Donc, pour tout praticien, je pense, de l'hôpital, ici, vous voyez que la position est extrêmement restrictive, puisque, y compris des décisions de limitation et arrêt de traitement peuvent ne pas être autorisées. Hein. Vous voyez, le débranchement des appareils d'assistance vitale est permis si le patient est cliniquement mort, absence d'activité cérébrale. Ça veut dire que débrancher un patient qui n'aurait pas... Voilà, donc, bon. Donc, ils appellent aussi euthanasie passive, en réalité, quelque chose qui ressemble beaucoup, quand ils la décrivent, à la sédation profonde et continue jusqu'au décès. Donc, voilà. Ce front, enfin, en fait, il n'y a pas véritablement de théologie très, très efficace et constituée sur le sujet dans le débat public, puisque vous allez avoir aussi, ben voilà, effectivement, l'opposition, ceux qui vont, au nom de leur religion, interdire la SPCD, et d'autres qui, au nom de la religion, l'autoriseront, mais voilà. Bon. Accessoirement, j'ai passé beaucoup trop de temps sur cet argument, puisque dans une république laïque, cet argument peut, à la limite, intéresser le croyant. Mais en tant que citoyen, le croyant ne peut avancer cet argument. Et il me semble ici qu'on a assisté à une double instrumentalisation. D'un côté, l'ADMD a envoyé aujourd'hui, je suis abonné aux lettres d'information de l'ADMD, et il se trouve qu'aujourd'hui, donc son président, Jonathan Denis, à 16h43, envoie un mail en disant alerte, et François Bayrou cède aux anti-choix sur la fin de vie. Et là, je vous cite ceci, tac, tac, tac. Bon, il se trouve que, attendez. Voilà, si, voilà. Donc c'est écrit en bleu au tout début. François Bayrou cède aux pressions des représentants religieux et au paternalisme médical. Si vous voulez, ce qui est intéressant, c'est que il me semble personnellement que l'opposition religieuse dans ce débat est globalement assez discrète et parfois assez mal informée. En revanche, on a l'impression qu'elle est centrale, parce que c'est exactement ce que les théoriciens de la communication appellent le framing, le cadrage médiatique qui a voulu installer l'ADMD, qui se présente comme l'association progressiste contre eh bien, la réaction de tous bords d'origine religieuse. Il me semble que la réalité du terrain, enfin en tout cas moi des personnes que j'ai interviewées, etc., est assez différente. Voilà. Donc, il faut faire attention, à mon avis, d'autant que à cela, donc c'est une première instrumentalisation, finalement, c'est créer un épouvantail médiatique qui sera plus aisé de brûler par la suite. Et deuxième instrumentalisation, c'est cette fois-ci celle d'Emmanuel Macron qui a reçu les représentants du culte en grande pompe, le faisant savoir à chaque fois, plusieurs fois, sur cette question de l'euthanasie, laissant penser que la question de l'euthanasie était une question essentiellement religieuse, ce qui est très étrange dans une république laïque, puisque finalement les arguments qui peuvent fonctionner dans un hémicycle ne peuvent pas être d'origine religieuse, précisément parce que eh bien, le débat national est fondé sur une rationalité qui doit rejoindre tous les citoyens, et pas seulement les croyants de telle ou telle religion, et à l'intérieur de telle ou telle religion, de tel ou tel courant théologique. Bon. Mais donc, ce faisant, quelque part, Emmanuel Macron actualise la stratégie de cadrage, de framing de l'ADMD, hein, puisque finalement, l'opposant, c'est celui qui va discuter régulièrement avec Emmanuel Macron. Et cela est quand même un peu particulier, parce que, justement, comme on l'a vu, il y a aussi les soignants qui, bizarrement, sont moins invités à dîner chez Emmanuel Macron. Bon, voilà. Dans un troisième bataillon de ce front anti-euthanasie, on a ce qu'on pourrait appeler la pensée critique. Alors, par critique, parfois on l'écrit avec un grand C, on entend en philosophie le courant qui part de Marx, qui va ensuite à Nietzsche, qui fait un petit détour par Freud, avant de continuer sur Michel Foucault, parfois Derrida, et qui a pour objectif et qui évidemment culmine avec Bourdieu, j'ai presque oublié,
Et la critique, donc, c'est un courant philosophique d'inspiration marxiste qui pense la société en termes de lutte de classe, ou du moins de grands ensembles sociaux. Cette lutte se fait par le biais de différents moyens de domination, plus ou moins clairs et plus ou moins inconscients. Et le grand concept qui va dire ça chez Marx, c'est le concept d'idéologie. Les hommes croient faire l'histoire, mais en réalité, c'est l'économie qui l'a fait sous eux sans qu'ils s'en rendent compte. Et chez Bourdieu, le grand concept, c'est la violence symbolique. La violence symbolique, pour Bourdieu, c'est une violence qui ajoute à sa force propre la force qui lui vient de ne pas être perçue comme force. Donc, une force qui ajoute à sa force propre la force qui lui vient de ne pas être perçue comme une force, ni par celui qui l'exerce, ni par celui sur lequel elle est exercée. Ce concept est très bizarre, comme souvent avec Bourdieu, la formulation est un peu bizarre. Il imagine à travers, pour penser l'éducation nationale. Donc, c'est intéressant. L'idée, ce serait que le professeur imposerait les cadres de la bourgeoisie, alors même que lui n'est pas forcément le principal représentant de cette bourgeoisie, économiquement, etc. Mais qu'il le ferait sans le savoir à des élèves qui eux-mêmes reçoivent cet arbitraire culturel sans non plus le savoir. Et qu'il y aurait là reproduction d'une violence entre classes, mais reproduction inconsciente, et par celui qui l'exerce, et par celui sur lequel elle s'exerce. Une force qui ajoute à sa force propre la force qui lui vient de ne pas être perçue comme force. Et ce qui est intéressant, c'est que la critique, c'est un long fleuve intranquille, et qui aujourd'hui applique cette notion de violence symbolique, non pas au rapport entre des classes sociales, économiques, entre les profs et les élèves, dans l'imposition d'un arbitraire culturel au sein de l'éducation, mais en réalité, il semble très clair que cette violence symbolique, elle se ressent dans la manière dont on parle des personnes invalides, des personnes âgées, ce qui a donné le vocable de validisme et d'agisme. Hein. Le validisme étant un ensemble de faits, de discours, de non-dits et de on-dits qui discriminent les personnes invalides, qui les relèguent aux marges de la société et qui les convainquent de leur propre marginalité. Et qui, par conséquent, transpercent les frontières de leur consentement. Consentement qui est donc effectivement colonisé, qui est donc rendu perméable aux influences de la société. Et ici, on voit bien que cette pensée critique, elle est, et c'est là, c'est un parallèle assez intéressant, c'est que quelqu'un comme Matt B. Paris est d'accord avec la pensée critique. Hein. Le consentement, ça n'est pas quelque chose, nul homme n'est une île. Hein. Donc quand on croit, quand on veut quelque chose, en réalité, ce désir, il est causé, conditionné par des discours, des non-dits, des on-dits, ce que Michel Foucault appelle un dispositif. C'est-à-dire ce qui fait que, quelque part, on croit choisir les rails qui sont devant nous. Et effectivement, si dans une société, vous avez 5% des gens qui demandent l'euthanasie devient une forme de dispositif dans lequel les personnes qui ont été convaincues par la société qu'elles étaient négligeables finissent par s'engager. Et donc, effectivement, là, il s'agit quelque part de limiter l'autocompréhension qu'un sujet peut avoir de lui-même, en disant, certes, tu dis que tu es libre quand tu veux l'euthanasie, mais en réalité, cette liberté, je la conteste, au nom de tel ou tel fait sociaux, par exemple de l'état de l'hôpital, etc. Donc, effectivement, là, quelque part, il y a quelque chose de difficile pour la pensée libérale, qui est finalement comment ménager la protection des plus vulnérables et le respect de la liberté de chacun. Parce que ça n'est pas forcément par là que brille la pensée marxiste en général, qui n'est pas une pensée qui met la liberté au plus haut. Voilà. Donc là, je dirais c'est quelque chose d'assez nouveau, parce que c'est une hybridation de cette pensée critique
avec les catégories non plus des classes sociales, non plus des classes, enfin non plus des genres. Hein, on a connu ça avec Judith Butler, hein, qui applique ça dans les relations entre les genres, ou avec les féminismes américains, etc. Non plus entre les classes sociales avec Marx, non plus entre les genres, non plus avec les différentes strates de la société avec Bourdieu, mais avec la question de l'âge et de l'état de santé. Et en fait, il me semble que c'est assez pertinent pour penser à la chose. Voilà. L'idée qui me semble importante pour tous ceux pour essayer de saisir ce que c'est que cette perméabilité du consentement, je trouve qu'il y a dans Harry Potter des ressources pour penser la chose. Harry fait face à Rogue et il doit fait face à Voldemort en fait, pardon. Et Rogue est son professeur d'occlumencie. Donc mens mentis en latin, l'esprit, occludere, fermer l'esprit. Et Dumbledore et Rogue apprennent à Harry à fermer son esprit aux influences justement de cet autre esprit qu'est Voldemort qui va entrer dans son esprit. Bon, Voldemort, hein, la mort est présente. Et en fait, on pourrait, si on voulait résumer les différentes positions que j'ai évoquées, on pourrait dire que il y a chez nombre de partisans de la DND ce qu'on pourrait appeler un postulat d'occlumencie naturelle. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de s'entraîner, le consentement est imperméable à tout ce qui se passe autour. Et il y a chez Matthew B. Paris et chez le courant qu'on pourrait appeler la critique, une volonté au contraire de reconnaître cette perméabilité. Matt B. Paris lui dit pas de problème, c'est perméable, allons-y, profitons-en. Et bien, la critique, justement, essaie de faire barrage à ces logiques de mort qui passent au travers de notre propre moi. Et jusqu'à ce que nous-mêmes finissions par la demander. Bon. Quatrième et dernier bataillon du camp anti-euthanasiste, le camp du droit, et qui, je crois, réunit les trois premiers. Hein. Donc le camp de la critique, le camp médical et le camp théologique, quand bien même l'articulation avec le camp théologique est compliquée. En droit, il y a deux principes qui sont toujours très difficiles de concilier. C'est le principe de la dignité et le principe de l'autonomie personnelle. L'article 16 du Code civil, qui date de 1994, la première loi de bioéthique, est assez fondamental puisqu'il proclame la dignité de la personne et qu'il va opposer certaines conventions, notamment les conventions qui portent sur la GPA, la gestation pour autrui, au principe de dignité personnelle. Mais aussi la vente d'organes, etc. Est-ce que je peux consentir par contrat, hein, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, dit le Code civil, les ont fait, pardon. Et donc, c'est ce même Code civil qui à la fois reconnaît la force de loi des contrats, c'est-à-dire de l'expression de deux personnes libres, de l'expression de la volonté de deux personnes libres, qui décident, en adulte consentant, majeur et vacciné, de faire quelque chose, en l'occurrence là, un médecin qui tuerait et bien une personne qui accepterait de l'être. Et finalement, le Code civil reconnaît une limite à la possibilité de consentir, de contracter. Et cette limite, c'est globalement celle du Code pénal, hein, puisque les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont fait, légalement formés. C'est-à-dire que je ne peux pas, par contrat, décider d'euthanasier quelqu'un, y compris si cette personne est consentante et que c'est marqué sur le contrat, parce que ce contrat ne tient pas à force de loi, parce qu'il est illégal. Hein, bon. Donc, par cette définition du contrat, hein, centrale dans le Code civil, c'est l'article 1100 et les patates, je ne suis pas juriste, par cette définition du contrat, le Code civil se met sous la dépendance, sous le contrôle, sous la limitation du Code pénal. L'objectif du libertarisme, c'est de faire diminuer la sphère du Code pénal et de faire augmenter la sphère du Code civil. C'est-à-dire donner plus de poids au consentement et moins de poids à la loi, qui limite le contrat. Et cet article 16 du Code civil, j'y reviens, pose tout un tas d'interdits majeurs qui sont des interdits à la liberté contractuelle, en réalité. On n'a pas le droit de contracter sur la GPA, on n'a pas le droit de vendre ses organes, on n'a pas le droit de vendre les produits sans contrat. Bon, des choses qui sont connues. Ce débat entre dignité et liberté, il peut être réactivé sur la question de l'euthanasie. Au fond, le principe de dignité, c'est ce que Muriel Fabre-Magnan, dans un livre que je trouve admirable, qui s'intitule « L'institution de la liberté »,
Muriel Fabre-Magnon, qui est un peu la grande théoricienne de la dignité en droit français. Elle a écrit un article phare sur le sujet, la dignité comme axiome juridique. Et, euh, et donc, cette spécialiste du concept juridique de dignité montre qu'il faut faire attention à ne pas brandir la dignité en permanence. Parce qu'en fait, la dignité, c'est ce qu'on brandit quand on n'a plus de principes juridiques. Et donc, en réalité, la liberté contractuelle sur l'euthanasie, elle ne s'oppose pas à la dignité. L'article 16 ne parle pas d'euthanasie, de contrat d'euthanasie. Euh, Parce que, en fait, ce contrat-là s'oppose tout simplement à l'interdit pénal de l'homicide. Et donc, en fait, on va sortir le principe de dignité quand, quelque part, on est à pousser à bout le droit et qu'on a besoin d'en trouver le fondement. Et le fondement du droit, c'est la dignité humaine pour elle. Donc, c'est un axiome juridique qu'il faut sortir avec parcimonie. Je n'ai pas le temps, à mon avis, de l'expliquer clairement comme il faudrait, mais si cette question de la dignité vous intéresse, et elle est clairement dans le débat, puisqu'on a l'Association pour le droit de mourir dans la dignité, qui défend quelque chose qui, du point de vue de cet axiome juridique qu'est la dignité, est difficilement pensable. Donc il y a vraiment ici deux définitions de la liberté et de la dignité qui s'opposent. Hein. Si je prends la définition de la DND, la dignité est une convenance envers soi dont chacun seul est juge. Mais avec cette définition de la dignité, on ne peut jamais opposer la dignité à la liberté. Et c'est bien pour ça que le Code civil n'a pas du tout cette définition-là de la dignité. Hein. La dignité, pour l'exprimer en caractère kantien, j'ai un peu oublié de parler de Kant tout à l'heure, mais la dignité, c'est tout autre chose en droit. Je vous cite Muriel Fabre-Magnan, la dignité est en réalité une condition de la liberté. Si les personnes ne sont pas traitées dignement, soit qu'elles soient traitées comme des choses ou des animaux, soit qu'on les prive du minimum nécessaire pour vivre décemment, elles ne peuvent vivre librement et précisément choisir la vie qu'elles veulent mener. Et donc, la dignité est un fondement du droit et donc de la liberté, et c'est pour ça qu'elle ne peut pas être simplement une convenance envers soi-même dont chacun seul est juge. Ou du moins, elle peut l'être, mais simplement, c'est plus la dignité au sens juridique. Donc, ici, il y a une confusion qu'il s'agit de bien voir, c'est que la dignité pour la DND ne peut jamais être opposée au consentement individuel, alors qu'en fait, la notion même de dignité en droit français, elle est là pour éviter que des possibilités contractuelles puissent mener à l'exploitation des plus opprimés, des plus faibles. Parce que le droit reconnaît la liberté, quelle est la liberté de la femme qui doit se prostituer? Quelle est la liberté de la personne qui en est réduite à vendre son rein? Quelle est la liberté de la personne qui loue son utérus? Quelle est la liberté de... Voilà. Et bien précisément, le droit dit, peut-être qu'il y a certaines personnes qui feront ça de manière parfaitement libre, etc. Peut-être qu'il y aura des euthanasies pas border du tout, si on prend un petit peu le même rapport. Mais en fait, dans l'eau, il y en aura toujours qui seront border, toujours des mésusages, si on parle comme Raphaël Enthoven, et c'est au nom de la possibilité de ces mésusages, précisément, qu'il faut s'opposer à l'attribution de cette liberté nouvelle. Et c'est là le sens du concept juridique de dignité. Il me reste 2 minutes 11 pour faire un regard croisé sur quelle est l'essence de la médecine moderne. Il te reste 10 minutes, va. Ah ok, bon, super, je vais en profiter. Donc, pour resituer donc la question de l'euthanasie dans une interrogation plus large sur ce qu'est la médecine aujourd'hui, en ce qui en 10 minutes reste quand même, enfin 11 minutes 46 secondes, reste quand même pas facile, mais je vais essayer de m'y coller. Alors, en premier point, dans cette optique-là, c'est voir que la médecine moderne est une médecine technique qui a suivi la révolution dite cardiovasculaire dans les années, à partir des années 60, et que cette médecine technique, selon l'expression du docteur Anne-Laure Bock, est une médecine qui tend à devenir tragique. Voilà la situation de la médecine. Pourquoi est-ce qu'elle tend à devenir tragique? Eh bien, parce que il y a, pour le dire vite, une espérance de vie qui augmente, une espérance de vie en bonne santé qui augmente aussi, mais il y a parfois un écart entre cette espérance de vie qui augmente et cette espérance de vie en bonne santé qui augmente aussi, mais peut-être pas forcément à la même vitesse, suivant la notion de la santé qu'on a, etc. Si bien que, et là c'est l'expression d'Anne-Laure Bock dans un article qu'elle a écrit, quand la médecine engendre des handicapés et une nouvelle némésis médicale,
elle montre que la demande d'euthanasie, c'est un article qui est vraiment, pour moi, fondamental. La demande d'euthanasie peut être interprétée presque de manière un peu psychanalytique comme une revanche des patients qui ont remis toute leur vie entre les mains de la médecine et qui, par conséquent, lorsque cette médecine ne permet plus à ces patients de vivre correctement, quand cette médecine commence à échouer finalement, à les maintenir en vie correctement, eh bien, le patient demande à cette même médecine d'en finir avec ses jours. Bon, ça, c'était l'heure qui finit, comme j'ai dit. Et donc, en fait, c'est bien de la toute-puissance de la médecine, une médecine qui, à partir des années 60, va pouvoir réanimer un malade, qui va pouvoir faire battre son cœur malgré son cœur, qui va pouvoir insuffler de l'oxygène à ses poumons, qui va pouvoir techniquer, selon ce mot de la pratique médicale courante qui dit quand même beaucoup, qui va pouvoir techniquer un patient, c'est-à-dire le brancher sur des tubes, en faire une machine vivante ou un vivant dans des machines, et donc le mettre dans une situation de dépendance totale à l'égard de la médecine. Et donc finalement, on arrive dans une médecine qui est à la fois très puissante et en même temps impuissante en fin de vie. C'est-à-dire que la médecine ne produit pas encore l'immortalité. Et donc tout se passe comme si on voulait garantir une vie selon les standards de l'OMS. Et puis dès lors que ces standards ne sont plus là, il fallait l'éteindre sur le mode du push button, qui est un mode technique, c'est-à-dire que ce qui est techniqué peut par conséquent être mis sur off. Et c'est un résumé un peu schématique de la pensée d'Anne Lorbock. Je ne suis pas certain qu'elle serait absolument d'accord avec ce résumé. Je vous invite à lire son livre, hein, Médecine technique, médecine tragique, c'est vraiment éclairant. Est-ce que juste tu peux justement répéter le nom de l'auteur et le Oui, titre? C'est une demande qui nous arrive là. ouais, je peux le mettre même dans le chat. Ouais. Médecine technique, médecine tragique. Alors Anne Lorbock est une personnalité un petit peu hallucinante, hein, elle est neurochirurgien à la Pitié-Salpêtrière, elle est alpiniste et docteur en philosophie. Voilà, comme si ça ne suffisait pas. Voilà. Mais donc, l'alpiniste se retrouve assez peu dans ce livre, mais les deux autres parties se retrouvent assez bien et c'est assez éclairant. Donc, finalement, la médecine se retrouve à une époque où elle peut à peu près tout. Sauf maintenir indéfiniment en vie. Et donc, à un moment, il faut qu'elle coupe quand elle fonctionne plus. Mais elle a une aura de toute puissance qui fait que le patient a tendance à se tourner vers le médecin quand il veut se suicider. Ce qui est quand même un truc un peu nouveau. Le médecin a tellement assuré des choses dans sa vie que il faut qu'il assure aussi sa mort. Voilà. Et, et ça, je crois, enfin, elle m'en a parlé au micro du podcast. C'est assez intriguant parce qu'elle me disait, mais finalement, l'obstination déraisonnable, c'est très souvent une demande des patients. Et en fait, elle est très souvent suivie d'une demande d'euthanasie. Il s'agit d'aller jusqu'au bout. Enfin, en tout cas, les demandes d'euthanasie qu'elle a eues étaient en lien avec cet état d'esprit. La médecine, j'en attends tout. Et quand visiblement elle a failli à toutes ses promesses, eh bien, c'est à elle de finir le travail. Et dans le rapport entre le médecin et le patient, hein, il y a quelque chose d'assez violent qui joue là, hein, parce que le médecin ou son corps médical, ou la culture médicale, ou les séries médicales, etc., ont promis beaucoup, et donc il y a une forme de déception. Là. Et donc le retour de flamme de cette déception peut être la demande d'en finir. Alors, ça, c'est les caractéristiques de la médecine. Maintenant, un des défenseurs, il a commis une tribune dans Philosophie Magazine, un des défenseurs de l'euthanasie, qui est sur un plan philosophique, qui est un philosophe de la médecine, hein, contemporain, c'est Guillaume Durand, donc La médecine des désirs. Guillaume Durand, donc Médecine des désirs, c'est 2024. Et il est tenant de ce minimalisme éthique dont j'ai rapidement parlé tout à l'heure, que j'ai associé au libertarisme, notamment de Ruven-Augien. Bon. Donc Guillaume Durand, c'est le disciple encore vivant de Ruven-Augien qui est décédé récemment.
Et Guillaume Durand, en fait, envisage la médecine euh, selon les canons de l'éthique minimale. L'éthique minimale, c'est quoi? C'est de dire ce que deux adultes consentants sont d'accord pour faire, l'État ne peut l'interdire. Et donc, c'est cette extension du Code civil au détriment du Code pénal qui est promu par le minimalisme éthique. D'où minimalisme éthique. C'est-à-dire que l'État doit défendre le moins possible de préceptes moraux ou éthiques. C'est-à-dire qu'il ne peut pas imposer une éthique à des deux individus qui seraient consentants pour l'enfreindre. Et donc, le principe selon lequel le contrat, quelque part, devrait être soumis à la loi est problématique dans ce cadre éthique. Et alors, ça a une conséquence, qui est qu'on trouvera toujours des médecins, que ce soit dans l'hôpital public ou dans les cliniques, on trouvera toujours des médecins pour faire ce que leurs confrères ne veulent pas faire. Et ces médecins eh bien, seront consentants, ils pourront signer un acte qui dit qu'ils sont d'accord pour cela. Mais donc, si on est dans le minimalisme éthique, force est de reconnaître que la définition de la médecine ne peut plus se borner au maintien de la santé des gens, mais la médecine est décrite non plus tant par sa finalité, finalement, restaurer la santé, que par ses moyens, c'est-à-dire que la médecine est une technique du corps. Et la finalité de cette technique du corps, finalement, c'est celle que décidera l'usager. Et d'ailleurs, le patient devient un usager. Parce qu'il est acteur, il consent à tel ou tel acte, il est le promoteur de son propre corps qui choisit projet après projet ce qu'il faut en faire. Et c'est extrêmement intéressant parce que le sous-titre, je crois, de cet ouvrage, je l'ai là. Enfin, je croyais l'avoir. Oui, je l'ai dans la poche. C'est pour une médecine minimaliste. Et c'est extrêmement intéressant parce que je crois qu'il n'y a pas de sous-titre plus faux que ce sous-titre-là. Parce qu'en réalité, la médecine, comment est-ce qu'on peut dire que la médecine ne sera bornée par rien d'autre que le désir des patients et le consentement interindividuel d'un médecin et d'un patient? Comment peut-on dire ça d'un côté et de l'autre, dire que cette médecine sera minimale? Non, il s'agit d'une médecine maximale. D'ailleurs, lui-même le dit dès le premier chapitre, il dit, bon, c'est peut-être une médecine qui coûtera très cher. Peut-être que tout ne doit pas être remboursé, évidemment. Peut-être qu'il y a des priorités avant que les personnes puissent demander eh bien, tel ou tel changement dans leur corps, etc. Donc il voit bien qu'ici, que c'est une médecine qui coûte très cher, une médecine qui va jusqu'au bout des désirs des patients. Mais il dit, de quel droit interdirions-nous à un médecin de pratiquer un acte du moment qu'il est consenti et par le patient et par le médecin? Et c'est assez intéressant parce que dans ce cas-là, l'euthanasie, effectivement, c'est une pratique demandée par le patient de manière contractuelle, etc. Donc pourquoi est-ce que dans une médecine minimaliste, c'est-à-dire maximaliste, qui du coup, dans la médecine de Guillaume Durand, il y aurait tout un tas d'actes que le médecin ferait qu'il ne fait pas aujourd'hui, qu'il ne peut pas faire aujourd'hui. Hein. Et donc, l'euthanasie ferait partie de ces actes. Il y aurait aussi toute la médecine dite d'augmentation. Hein, donc le médecin pourrait, en tant que technicien du corps, il pourrait ajouter une puce au bon endroit pour donner un sixième sens à quelqu'un, une caméra infrarouge dans le dos quand même. Par exemple, c'est l'exemple fameux de Ray Kurzweil, qui est un transhumaniste qui s'implante une caméra infrarouge dans le dos. Il la connecte à un nerf et avec une petite impulsion électronique, au bout d'un moment, il finit par avoir la sensation de la personne qui est dans son dos. Parce que son cerveau, avec sa plasticité, s'habitue à cette impulsion. Et donc, cette médecine d'augmentation, finalement, pourquoi est-ce que le médecin ne pourrait pas la faire? Et là, bah, c'est assez colossal, parce que finalement, on voit toutes les portes qui peuvent s'ouvrir. Une médecine, finalement, illimitée. Et je finirai là-dessus. Je crois que, justement, l'euthanasie, c'est justement l'expérience face à l'expérience finalement que l'illimitation de la médecine est un leurre, un mythe, parce qu'on finit quand même par mourir, quand bien même on a une médecine très puissante, eh bien, on peut essayer de continuer le mirage. Dire, bah, la médecine, elle est impuissante à vous maintenir en bonne santé jusqu'au bout, eh ben, elle sera quand même puissante pour terminer cette situation où vous êtes en mauvaise santé à la fin.
C'est un peu comme, il me semble que le rapport du patient qui demande l'euthanasie à ce moment-là à son médecin, c'est un peu l'employé qui, pour faute professionnelle, vient, la fatalité tombe sur lui et comment dire, radié. Et au lieu d'accepter le fait que quelque part il doit quitter la vie, eh bien, il va voir son chef et il dit, de toute façon, c'est moi qui démissionne. C'est-à-dire qu'il récupère le leadership de sa vie grâce au médecin qui est devenu du coup son assistant là-dedans. Et je crois que, en fait, la question de l'euthanasie, elle nous renvoie vers ça. S'opposer à l'euthanasie, c'est nécessairement avoir une conception de la médecine limitée par son objectif, qui est la restauration de la santé, c'est-à-dire des fonctions naturelles de l'homme. Et ça, c'est une pensée qui est assez exigeante en termes médical, parce que quel est ce seuil, vous voyez, où commence la médecine d'augmentation, où s'arrête la médecine curative, etc. Et quand elle ne peut plus restaurer les facultés, médecine curative, eh bien, il faut qu'elle se fasse médecine palliative, accompagnatrice. Et je crois que ce qu'il y a de beau dans la médecine palliative, c'est qu'on peut mettre en place pas mal de choses, mais ça reste quand même une médecine où le facteur du capital est bien inférieur au facteur travail, si on parle en termes marxistes. C'est-à-dire que ça peut être une médecine qui coûte très cher en moyen humain, mais en moyen technique, elle coûte assez peu cher. Et je crois que là, il y a quelque chose d'essentiel. Finalement, c'est comme si on revenait à ce qui a fait le centre depuis le début de la relation médicale, à savoir une relation entre deux personnes, entre quelqu'un qui soigne et quelqu'un qui est soigné. Voilà. Et pour faire une conclusion très rapide quand même, et pour me situer dans tout ce débat-là, avec le collectif JABS, on défend évidemment le droit, donc l'option 4 de la deuxième partie, avec un net ancrage dans la tradition critique. C'est pour ça que les discussions parfois importantes entre les membres de ce collectif. Voilà, et en tout cas, je pense qu'effectivement, l'argument qui peut faire que dans une démocratie laïque, humaniste, on s'oppose à une liberté nouvelle, alors même que c'est une démocratie libérale au sens ancien et classique du terme, comment peut-on s'opposer à la liberté? Nous sommes pour la liberté, je suis pour la liberté des modes de vie, que chacun vive sa vie comme il l'entend, à condition que l'octroi d'une liberté nouvelle ne provoque pas un risque démesuré de mésusage de cette liberté nouvelle. Et je crois que l'euthanasie, ça c'est ma conviction, et après on pourra peut-être en discuter, je crois que l'euthanasie, effectivement, comporte des risques avérés, prouvés, de mésusage, et que, par conséquent, il faut s'y opposer. Voilà. Je vous remercie. Merci beaucoup, merci vraiment Julien pour ce parcours, ce panorama-là. C'est une cartographie, mais en fait tu nous le fais en 3D aussi. On est vraiment face à un panorama et tu le rends très, très vivant ce panorama. On voit vraiment les différents acteurs. C'est des gens que j'ai interviewés, quoi, tous, en Et oui, fait. c'est ça, Ils ce sont tous qui, un ce peu qui donne situés. aussi envie d'aller creuser. On peut vraiment creuser en allant écouter ton podcast. Enfin, c'est vraiment assez remarquable c'est la première fois moi que j'entends vraiment cette cartographie ou ce panorama. Il y a plusieurs questions que je vais te renvoyer. Il y a juste, je me permets d'abord une remarque, je trouve assez passionnant ton concept de perméabilité du consentement. Je l'avais jamais entendu formuler comme ça. Je ne sais pas si c'est une formule que toi tu as proposée. Alors, moi, mon métier, c'est prof de philo, donc je commande des textes. Créer des concepts. Et non, justement, je suis contre la définition de la philosophie comme création de concepts. Moi, la philosophie, c'est de comprendre ce qui se passe. Euh, et donc, en l'occurrence, ce n'est pas un concept que j'ai créé du tout. C'est-à-dire que le concept, c'est celui de violence symbolique. Le concept, c'est celui de domination inconsciente, etc. Maintenant, il faut l'expliquer. C'est vrai que moi, je trouve que, comme on parle beaucoup de consentement, c'est des choses qu'on retrouve aussi chez Muriel Fabre-Magnan, hein, parce que son ouvrage L'institution de la liberté, elle essaie de véritablement poser toutes ces questions de la limite du consentement. Et justement, elle cite l'idée classique selon laquelle on ne peut pas sonder les reins et les cœurs. Et en fait, le consentement, c'est ça. C'est comme on ne peut pas sonder les reins et les cœurs, il faut les protéger de l'extérieur, quoi. Et surtout quand en plus les gens veulent les vendre. Enfin, bon, ça c'est autre chose. Euh, euh, ouais, non, non. Enfin, ouais, je trouve que c'est grâce à Harry Potter, en fait, je pense. Excellent. Et puis peut-être encore
une remarque sur, enfin, ta conclusion aussi est très claire, enfin, cette situation dans le paysage avec euh, jusqu'au bout solidaire, avec à la fois le droit et ses traditions critiques, et puis la liberté, oui, mais pas quand il y a un risque démesuré de mésusage de cette liberté. J'ai l'impression que dans le paysage français, en tout cas de discussion, les prises de parole des personnes antivalidistes, c'est un peu nouveau et c'est très intéressant. Enfin, moi, je trouve que c'est vraiment une voie un peu nouvelle. Est-ce que tu peux nous en dire un petit mot? Alors, en fait, comment dire, moi je veux dire, nous on a relayé par exemple une vidéo du collectif Les Dévalideuses, Ouais. Mm. euh, qui est un collectif qui existe déjà depuis, alors j'ai pas la date de fondation, mais qui Depuis existait longtemps, déjà ouais. avant. Il y a une personnalité comme Elisa Rojas en Oui, oui, France, oui. Ouais. qui est très à la pointe sur ces sujets-là. Il y a évidemment, moi, une personnalité que je révère personnellement, Ouais. qui est Liz Carr au Royaume-Uni, hein, Ouais. qui a fait un reportage. J'aimerais bien que la télévision publique achète les droits. Better of Dead, Death, je sais plus, Dead, je crois que c'est ça. Sur l'euthanasie au Canada. Elle se trouve qu'elle est elle-même handicapée, etc. Bon, moi, je ne suis pas handicapé. Donc, toute la difficulté dans ces choses-là, voilà, je ne pense pas non plus que ça m'interdise de parler du handicap. Mais effectivement, ce qui est extrêmement intéressant, c'est que il y a quand même un caractère éminemment composite de l'opposition à l'euthanasie, puisque Ouais. ça va du Conseil européen de la fatwa à des militantes anti-validistes, qui sont surtout des femmes, c'est pour ça que je dis militantes, et qui, effectivement, ça va du point médian d'une gauche qui réforme y compris l'orthographe, à effectivement des gens comme Farouja Ottini et Bruno Laporta qui sont en fait extrêmement inspirés par leur pratique quotidienne de soignants. Ouais. Et, euh, et il me semble qu'il y a quelque chose. Enfin, au fond, quand on voit les deux camps, on se dit, bah, d'un côté, il y a des idiots utiles, et je me suis posé la question, finalement, est-ce qu'on pourrait dire que euh, les anti-validistes sont les idiots utiles, vous voyez, de la réaction Ah, du Conseil oui. européen de la fatwa, vous voyez, je ne sais pas. Oui, 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 oui. Euh, bon, même si en fait cette fatwa elle est même pas traduite en français, donc en réalité je prends ici la position officielle, mais en fait elle est quand même assez peu portée par le Oui. CEF, mais une autre CEF, la Conférence des évêques de France, non pas le Conseil européen de la fatwa, là peut effectivement pourrait utiliser les antivalidistes, vous voyez. Voilà. Hmm. Je crois que la différence c'est que les antivalidistes sont conscients du fait qu'ils sur un secteur ils défendent la même position avec les mêmes arguments que des gens avec qui, sur toutes les autres questions, par exemple orthographiques, ils pourraient se battre. Et donc, je crois qu'on n'a pas des idiots utiles, je crois qu'on a des gens qui cèdent les uns les autres, alors même qu'ils ne le feraient sur aucune autre cause. Oui, Mais c'est vrai. Hmm. là, enfin, personnellement, l'un des... Alors évidemment, ça va trop loin, évidemment, c'est un point Godwin, évidemment, c'est problématique. Mais il y a quelque chose de l'alliance des communistes et des chrétiens dans la résistance française pendant la Seconde Guerre Oui, mondiale. oui, Vous avez des segments de la population qui ne peuvent pas se parler en temps normal, mais qui en fait peuvent s'articuler juste sur une question oui. et qui néanmoins sont conscients de le faire. Et c'est là où la DMD n'est pas du tout consciente de servir les vues de Mathieu Biparis. Et c'est encore heureux parce que ça fait 80 000 personnes, ce serait un peu inquiétant. Mais de même que les vues du darwinisme social dur, etc. Mais en revanche, je crois que dans le camp du non, ça se parle. Et c'est un beau morceau de politique française qui s'écrit là. Voilà, nous, avec des membres du collectif JAB, on a été reçus par le PCF, le Parti communiste français, à l'Assemblée nationale. Voilà, c'est des choses qui sont une sorte de recomposition assez intéressante. Voilà. Oui, oui, tout à fait. Oui, oui. Ce qui donne aussi quelques espoir dans la vie politique au sens large française, quoi. Il y a Oui. deux questions à propos du suicide. Oui. Est-ce que vous auriez la même analyse pour le suicide assisté? Et puis une autre question sur qu'en est-il de la prévention du suicide? Tout ça. Alors,
En fait, c'est vrai que j'en ai assez peu parlé. On est clairement ici dans des questions qui sont des points de tension pour notre démocratie libérale, Mhm. puisque nous voulons reconnaître la liberté de chacun de disposer de sa vie. Et comme le dit Dalida, moi qui ai tout choisi dans ma vie, je veux choisir ma mort aussi. Et, euh, et donc, quelqu'un qui se jetterait, par exemple, du deuxième étage, eh bien, il aurait un pronostic vital engagé, mais finalement, on pourrait quand même le réanimer. Cette personne met une lettre à côté, une lettre écrite en gros, même mieux, un gros médaillon avec marqué « Ne me réanimez pas ». Qu'est-ce que vous faites? Vous voyez. Euh, En fait, la pratique des soignants, c'est souvent quand même de cacher le truc et de réanimer quand même. Parce qu'on part du principe que là, on est dans une situation d'urgence et que par conséquent, on n'a pas à analyser les directives anticipées et que ce papier pourrait être assimilé à une forme de directive anticipée et que l'urgence prime. C'est extrêmement intéressant parce que en quoi est-ce que l'urgence ne permet pas de lire 3 mots sur un bout de papier et ne serait-ce que de lire une situation. Voilà. Euh, En France, c'est vrai que on décide de réanimer les suicides. Et ça fait beaucoup de gens, hein, parce que je crois que chaque année, c'est 200 000 TS, je crois, tentatives de suicide. C'est énorme, en fait. Hein. Donc, alors, on ne les réanime pas tous, heureusement, il y a des tentatives plus ou moins durement réussies. Mais voilà. Donc, on est là à un point clé, hein, c'est-à-dire que la Révolution française en 89 euh, lève l'interdit du suicide, puisque le suicide avant la Révolution française était interdit. Alors comment est-ce qu'on interdit? Quelle est la peine qu'on peut donner à quelqu'un qui s'est donné la mort? Par exemple, ça va être l'irrespect de sa dépouille qu'on va traîner par terre. C'est les biens qui ne seront pas, dont, enfin, on va priver ses héritiers. L'héritage ira à l'État, etc. Euh, et en fait, bon, on n'interdit plus ça. Mais en revanche, on réprime la propagande suicidaire. C'est une loi de 82 que je trouve extrêmement intéressante parce qu'elle est liée à une affaire, l'affaire Guibon et Boniek. Et cette affaire, c'était des gens qui avaient publié un livre qui s'appelle Suicide, mode d'emploi. Et en fait, il y avait eu à l'époque, en 82, un consensus à l'Assemblée nationale pour voter une loi qui se trouve, je crois, autour de l'article 221 du Code pénal, ou dedans, je crois, qui réprime l'homicide, qui, en fait, réprime la propagande suicidaire. Hein. Donc, en fait, en France, on a un système de liberté d'expression assez robuste, mais qui est encadré. Et il se trouve que la propagande suicidaire, ça fait partie des trucs qu'on n'a pas le droit de dire, qu'on n'a pas le droit de faire. On ne peut pas signer une tribune et dire moi, je trouverais ça vachement bien si demain, il y avait 200 personnes qui se suicidaient. On ne peut pas faire ça. Il y a très peu de choses que vous n'avez pas le droit d'écrire, mais ça en fait partie. Et, euh, et donc, on voit bien ici le caractère protecteur des libertés. C'est-à-dire que, comme pour reprendre la magnifique expression de Muriel Fabre-Magnan, encore une fois, euh, le droit ici institue la liberté. Parce que la liberté, euh, quelque part, c'est minimalement le fait de pouvoir faire des choix. Quel choix avez-vous lorsque vous êtes jeté depuis le deuxième étage de votre immeuble? Ça réduit vos choix. Et donc, ça ne veut pas dire qu'il faut réprimer le suicide reste quand même une liberté. Mais c'est, dit Muriel Fabre-Magnan dans son livre, c'est une liberté très minimalement défendue du bout des lèvres par le droit. Et ça, c'est magnifique parce que, effectivement, la liberté peut aller jusque-là et le droit défend la liberté de chacun. Et, et donc, il y a bien un droit à disposer de soi-même, mais qui est défendu du bout des lèvres et qui n'est certainement pas opposable. C'est-à-dire, s'il était opposable, on pourrait dire, voilà, je suis tétraplégique, je ne peux pas moi-même me jeter du haut de la fenêtre, etc. Et donc, quelque part, si c'était vraiment un droit opposable, on pourrait dire, suicidez-moi parce que je ne peux pas le faire. Et donc, ça n'est pas un droit opposable. C'est défendu comme liberté, mais du bout des doigts, du bout des lèvres. Voilà. Oui, merci, merci, c'est tout à fait éclairant. Il y avait quelques remarques aussi à propos du Canada, quand tu as parlé de l'utilitarisme. Il y a plusieurs personnes qui ont réagi en disant, mais c'est ce qui se passe au Canada. Est-ce que toi, tu as un regard là-dessus? Bon, si j'avais les fonds, mais comme je serais parti en Oregon et au Canada, je pense que j'aurais essayé d'enquêter un peu, parce qu'il y a un livre qui a été fait sur la Belgique. Il y a Pierre Jova que j'ai interviewé dans le podcast. J'ai cherché le même type de livre sur l'Oregon qui semble être un peu le modèle un peu idéal, où tout se passerait bien, etc. On a assez peu d'informations en fait. Et puis comme c'est un État américain, il semble n'y pas avoir
beaucoup de journalistes un peu critiques à la française qui aillent regarder dessous ce qu'on nous vend. Et au Canada, il y a des reportages, il y a des choses, etc. Je n'ai pas vu passer. Alors peut-être qu'il faudrait que je me mette à la page, il faudrait que je fasse l'étude exhaustive de ça. Mais, je ne vois pas de différence fondamentale entre le Canada et la Belgique sur le sujet. Je ne suis pas certain qu'il y ait des gens au pouvoir, si vous voulez, qui soient officiellement machiavéliques, si vous voulez, qui se disent on va faire des économies, même si effectivement au Canada, il y a des lois particulières qui demandent au Parlement de faire des études de faisabilité économique et avant chaque nouveau projet de loi. Si bien qu'au Canada, pour la loi de 2015-2016, la première version de l'aide à mourir, et la loi de 2021, la deuxième version, qui étend donc aux malades et aux souffrants, y compris lorsque leur pronostic vital n'est pas engagé, eh bien à chaque fois, il y a des chiffres qui sont avancés, des propositions de chiffrage de combien ça pourrait faire économiser au système de santé. Oui. Bon, le Canada, c'est très compliqué. Moi, j'ai essayé de refaire ces documents. C'est un système fédéral, donc en fait, il faudrait aller dans chaque État et les systèmes de santé sont différents selon chaque État. Donc, le journaliste qui pourrait faire ça serait un journaliste canadien qui aurait, à mon avis, 3 mois à plein temps devant lui. Bon, pour essayer d'établir qu'il y a vraiment eu un gain qui a été fait, combien, comment, est-ce qu'il a été fait volontairement ou pas. Ce qui m'intéresse, moi, c'est qu'il y a certains philosophes utilitaristes ou défenseurs du projet euthanasique qui sont sur un mode utilitariste. En réalité, la plupart des gens sont des idiots utiles, en fait. C'est-à-dire que les gens comme Mathieu Biparis sont une minorité. Donc, Oui, au fond, oui. qui a l'argument le plus déterminant? Qui décrit la réalité de la meilleure manière? Je crois que c'est Mathieu Biparis. Mais en fait, ça ne veut pas dire qu'il y a quelqu'un. Vous voyez, le cas en France, ce serait Mathias Savignac. Mathias Savignac fait partie de la MGEN, Ah oui. une assurance qui fait partie des 22 organisations qui sont fédérées par la DMD, 21, je ne sais plus, en vue le pacte progressiste en faveur de la fin de vie, c'est-à-dire l'accélération de la légalisation de l'euthanasie. Alors on pourrait se dire, bon, là, on a quelqu'un qui a clairement un intérêt direct, de type utilitariste, de type calculatoire, à ne pas avoir des patients en fin de vie qui durent parce que globalement, ça fait des coûts dans une caisse, enfin, dans une mutuelle. Mais je crois qu'il faut lui faire le crédit de ses propres paroles. Je pense qu'il est parfaitement sincère lorsqu'il dit que ça n'a rien à voir avec un calcul. Je crois qu'effectivement, il est sincèrement convaincu qu'il s'agit là d'un acte compassionnel, mais c'est précisément pour ça que c'est un idiot utile. Voilà. Oui, c'est assez terrible, de fait, oui. Oui, oui, oui. Et, oui, il y avait d'autres, bon, des questions qui étaient plutôt de demande d'éclaircissement. Là, quelqu'un qui dit ne pas comprendre le rapport entre la pensée critique et les personnes qui sont contre l'euthanasie. Oui. Alors, je crois que la pensée critique, ce qui est déterminant là-dedans, c'est le fait qu'on puisse remettre en question, soupçonner un consentement. En matière sexuelle, cette pensée critique, elle est assez connue. C'est-à-dire, c'est pas parce que finalement une femme ne dit pas oui, enfin, comment dire, c'est pas parce qu'une femme ne dit rien lors d'un acte sexuel qu'elle est consentante. Oui. On va remettre en question des choses qui pourraient paraître évidentes. En fait, peut-être qu'il y a une contrainte subreptice, une forme de pression sociale diffuse. Et cette pression sociale diffuse, ben, en fait, ça a été le fait d'une classe sur une autre, historiquement, enfin, dans la pensée marxiste, hein, où c'est la bourgeoisie qui va opprimer de manière diffuse le prolétariat. Après, on peut être d'accord ou pas avec ce genre d'interprétation de l'histoire, mais chez Foucault, c'est l'idée qu'il y a tout un tas de petits discours qui sont véhiculés dans la société, qui n'ont pas l'air méchants comme ça, mais qui en fait peuvent être extrêmement oppressifs pour certaines catégories de la population. Et en fait, l'idée, c'est qu'on pourrait appliquer ça à l'euthanasie en disant, bah, les personnes âgées, dans notre société, personne ne leur dit va te faire euthanasier. Les personnes invalides, personne ne leur dit... alors elles disent elles-mêmes qu'en fait, si, il y a des gens qui leur disent ça, qui leur disent, moi, à ta place, j'aimerais mieux mourir. Ça, c'est des faits qui sont documentés par l'ISCAR, par justement des gens du collectif Les Dévalideuses, etc. Ouais. Ce genre de phrase du style « ta vie me paraît tellement invivable que je ne la vivrais pas si je l'avais ».
Et donc, ça peut paraître comme une sorte de remarque, voilà, mais en réalité, c'est ça, la pression sociale diffuse. C'est un ensemble de dits, de on-dit, de dispositifs aussi, hein, vous voyez. Il y a ce dessin qui est assez célèbre sur l'euthanasie, là. Vous voyez une personne en fauteuil roulant, où à gauche, elle a une pente, si vous voulez, inclinée vers l'euthanasie, et à droite, elle a un escalier vers les soins de confort. Et elle est libre. Mais, mais en réalité, la pensée critique permet justement de soupçonner ce consentement. Et comme étant en fait davantage le fruit d'une organisation sociale de type oppressive que sa liberté fondamentale. Et, euh, et par conséquent, c'est évidemment quelque chose qui va du côté anti-euthanasie, parce que en ouvrant un droit nouveau, quelque part, on va pousser certains, de manière subreptice, à l'utiliser, alors même que si tout allait bien pour eux, si leurs amis, si la société faisait beaucoup de choses pour eux, euh, si ils étaient tranquilles, paisibles et sans publicité, sans message intempestif, etc., ils ne l'auraient jamais fait. Et c'est ce soupçon sur le consentement, je crois, qui fait que la pensée critique, et en fait l'extrême gauche, hein, pour le dire vite, hein, parce que si vous voulez, mais l'extrême gauche qui a lu la pensée critique. Ce qui est peut-être une différence entre certains cadres du Parti communiste français et certains autres courants plus mainstream de la gauche extrême en France. Merci beaucoup, Julien. Vraiment, c'est très, très éclairant et je pense que vraiment aussi, ça donne envie de penser de façon un peu, pas un peu, mais bien plus subtile, notamment par rapport à la liberté. Hein, tout ce que Oui, tu as dit de ce côté-là vraiment nous invite à être beaucoup plus subtil et nuancé que ce qu'on entend très souvent. C'est vraiment une invitation aussi, je pense, dans la relation clinique, à être attentif à tout ça. Alors, je vois que Damien Gomineau met des textes sur la situation au Canada dans le chat. je On ne va sais pas voir. si c'est peut-être, Damien, comment dire, une forme de référence justement à ces rapports du Parlement canadien, parce que ça ressemble un peu. En fait, ces rapports disent, voilà, nous, on nous demande de faire une expertise économique du sujet. Bon, bah, voilà, force est de reconnaître que effectivement, ça peut faire des économies, quoi. Maintenant, d'un point de vue temporalité politique, c'est quand même pas ça qui détermine le vote, je crois. Oui, il y a ça aussi. Merci, merci Julien, merci à tous les auditeurs, les participants. Bon courage dès demain dans vos engagements, dans votre travail auprès des J'ai 7 heures de patients cours demain, c'est un engagement classique. et à toi auprès de tes élèves. Voilà. Et à bientôt sur nos ondes. Peut-être on aura l'occasion de creuser l'un ou l'autre sujet avec toi. En tout cas, merci beaucoup Merci et beaucoup de bonne m'avoir soirée à fait cette tous. confiance. Bonne Au soirée. revoir. Au revoir. Beaucoup de remerciements dans le chat, hein. Bon, bah, c'est super. Merci. Et bah, à tous les soignants, pareil, bon courage à vous aussi. Parce que l'éducation Merci, nationale et l'hôpital ont ça de commun que c'est pas tous les jours facile. c'est vrai. Merci et courage.